Donc déjà bonjour à tous, merci à l'association pour son invitation également. Donc voilà, je suis effectivement infirmière en oncologie et forme à l'hypnose depuis 3 ou 4 ans maintenant. Et j'effectue l'hypnose dans la clinique normalement, mais beaucoup en onco. Donc je vais vous présenter l'hypnose d'abord, une petite part d'histoire, parce que je trouve que c'est important de savoir d'où ça vient. L'hypnose date en fait il y a très longtemps, avec les chamans, qui eux déjà soignaient des maladies, avaient un rôle de guérisseur. La maladie était visualisée sous la forme d'un monstre ou d'un mauvais esprit, on a tous en tête cet homme habillé de façon très classe, et qui effectivement entrait dans un état de conscience modifié, donc par la transe, où souvent il y avait un mime de lutte contre un mauvais esprit ou contre un monstre. Voilà. Et déjà, l'hypnose sur le sujet malade, lui aussi était en transe, le guérisseur et le malade. Donc guérisseur, sorcier, prêtre, magicien, c'est des termes que j'entends encore, mais voilà, ça date d'il y a bien longtemps. Ensuite arrivent les cultures, donc avec des transes divinatoires, ou les petits de Delphes qui étaient possédés par les dieux, les transes sacrées avec les derviches tourneurs, et puis des transes curatives qui existent encore, avec des vaudous haïtiens, l'exorcisme dans certaines ethnies et dans certains pays, c'est encore très présent. Arrive ensuite le XVIIIe siècle avec Franz Anton Mesmer, avec un seul M, n'est-ce pas? On en connaît un autre qui a rajouté un M et qui est très connu aujourd'hui, mais c'est pas lui. Voilà. Donc, lui, il est à l'origine du magnétisme animal. J'ai mis quelques images pour illustrer un petit peu sa pratique. Il y avait entre 2 personnes, seulement lui et un patient, avec un sommeil magnétique. Et puis il y avait des baquets, comme on peut le voir sur l'image de droite, où en fait les gens avaient un morceau de fer dans les mains. Et avec ça, il y avait un échange patient-thérapeute et une transe qui était là. Et ce monsieur a donc inventé le mot hypnose. C'est lui qui est à l'origine, et c'est pourquoi Mesmer s'appelle aujourd'hui Mesmer, elle fait de grands spectacles d'hypnose. Puis arrive au XXe siècle Milton Erickson, d'où l'hypnose ericksonienne, qui est l'hypnose thérapeutique en fait. C'est un thérapeute hors du commun, c'est quelqu'un qui est américain, qui est né au Nevada, et qui à l'âge de 17 ans est atteint de poliomyélite, et qui du coup devient complètement paralysé pendant à peu près 1 an. Il se sert de ce moment pour observer, en fait, son lit est installé dans son salon, il a 5 frères et sœurs, et il observe en fait le verbal et le non-verbal de tout son entourage, et tout seul, il arrive à faire sa rééducation en fait, par l'observation, et 11 mois après, il remarche. Il va ensuite faire un grand périple en canoë pour observer l'humain, la nature, etc. Et ensuite, il rentre en faculté de médecine pour devenir psychiatre. C'est quelqu'un qui a du coup intriqué à la fois sa maladie et son expérimentation médicale pour en faire la Milton-thérapie et donc l'hypnose ericksonienne. Donc l'hypnose est une thérapie brève. C'est important parce que c'est une thérapie qui vise à atténuer, voire faire disparaître des symptômes sur une durée relativement courte. 3, 4 séances, 5 maximum. Elles sont davantage orientées sur le comment et les solutions plutôt que sur le pourquoi et les causes. C'est très important parce qu'en psychiatrie, l'hypnose est originaire de la psychiatrie, on est beaucoup sur le pourquoi. Pourquoi je me sens pas bien, pourquoi. Et là, c'est pas du tout cette thérapie-là. Là, on est plutôt sur le comment se sentir mieux, comment aller mieux. Voilà, c'est une thérapie brève et c'est très intéressant. La thérapie brève nécessite forcément une formation et un apprentissage par des professionnels qualifiés. Les tutos YouTube sont pas très intéressants. Donc ceux qui donnent, heureusement, pas ça, parce que sinon j'aurais quelques problèmes. Donc une définition de Jean Becchiot, qui est un psychiatre français qui travaille à la PHP en soins palliatifs et en oncologie. Donc pour lui, le processus d'hypnose est un mode de fonctionnement du cerveau, différent de l'état de veille ou du sommeil. Il permet de connecter des zones cérébrales, donc ça c'est important, c'est vraiment un fonctionnement cérébral, qui habituellement ne sont pas connectés de façon aussi efficace. Ce fonctionnement plus fluide du cerveau sous hypnose modifie la circulation de l'information nerveuse pour aboutir au soulagement de la douleur, à une anesthésie, une diminution de l'anxiété. Voilà, donc j'ai pas mis de diapositive avec des IRM, tout ça, mais lors de ma formation, c'est ce qui m'avait vraiment le plus marqué. L'hypnose aujourd'hui, et depuis déjà quelques années, a été prouvée à l'IRM, c'est un fonctionnement cérébral, c'est pas de la magie. Voilà, des neuroscientifiques ont mis sous IRM des patients sous hypnose, et il y a donc des zones qui sont illuminées et qui prouvent bien que l'hypnose est un fonctionnement cérébral.
Le processus hypnotique, donc c'est un processus de conscience amplifié. C'est effectivement, comme le disait tout à l'heure Becchio, c'est ni l'éveil, ni le sommeil, ni le rêve, ce qu'on appelle le 4e état. C'est un hyper-éveil tourné vers l'intérieur. Il y a donc des transes spontanées naturelles. L'être humain est en moyenne 10 à 15 fois par jour. Le meilleur exemple que je puisse donner, c'est quand on conduit et qu'on prend une route habituelle, par exemple pour aller au travail ou pour rentrer, et que tout le long de la route, on se demande si on va acheter du pain, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, etc. Et du coup, on ne suit pas vraiment la route, on est ailleurs, mais quand même, on s'arrête au stop, on s'arrête au feu rouge, donc on est quand même là, mais pas tout à fait. Ça, c'est une transe spontanée, c'est de l'hypnose spontanée. Et c'est une forme de la conscience. Quand c'est une hypnose induite, il y a une dissociation de la pensée. Le cerveau travaille différemment, et c'est une expérience tout à fait subjective. On ne sait pas trop combien de temps ça dure, on ne sait plus trop où on est, on n'est plus trop concentré sur son corps, voilà. C'est un peu subjectif. Un peu ou beaucoup d'ailleurs, selon le stade de transe. La modification de la conscience entraîne une modification du champ attentionnel. On est moins réactif, les perceptions sensorielles sont également modifiées, comme je vous le disais, notre corps, tout ça, quand j'induis une transe chez un patient, on ne sait plus trop où est la main, où est le pied, où est, voilà, c'est volontaire. Et il y a une atténuation de la réponse normale aux stimuli externes, c'est-à-dire que si on touche quelqu'un qui est sous hypnose, la réaction n'est pas instantanée. Et il y a une distorsion temporelle, comme je vous le disais tout à l'heure. La sensibilité aux suggestions est augmentée. Donc ça, c'est le grand avantage des séances d'hypnose. C'est que si on suggère à un patient, alors pas directement, mais d'être plus confortable ou d'être plus apaisé, ça marche 10 fois plus sous hypnose que comme ça, naturellement. Et le seuil de perception de la douleur, bien évidemment, est modifié également. Les indications, donc il y en a plein. Tous les troubles psychopathologiques, donc toutes les addictions, tous les troubles anxieux, les troubles du sommeil, les troubles sexuels, les troubles du contrôle des impulsions, les états dépressifs et toutes les psychoses et états limites. Dans ce domaine-là, vu que ce n'est pas ma spécialité, ma formation de base, je ne suis pas au top sur tout. Mais voilà, chacun après, les psychiatres sont plus effectivement dans l'hypnose des psychoses. Enfin, moi c'est moins le cas, mais en tout cas, l'hypnose est indiquée dans ces problèmes-là. Et puis toutes les médecines générales, donc les gestes douloureux, l'anxiété, les urgences, toutes les douleurs, qu'elles soient chroniques ou aiguës, tous les soins palliatifs, la pédiatrie, la dermatologie, les chirurgies et l'anesthésie bien évidemment, la gynéco et l'obstétrique, et puis toute la chirurgie dentaire également. Donc ça, quand même, ça couvre pas mal de disciplines. Concrètement, comment se passe une séance d'hypnose? Donc l'accompagnement du patient, et pour moi en tout cas je le traite de cette façon-là, avec un intérêt de l'approche solutionniste, comme je vous le disais tout à l'heure. Comment je vais faire pour aller mieux? Donc j'insiste beaucoup là-dessus. Quand je rencontre des patients, je demande toujours quels sont les problèmes, on énumère tous les problèmes, et ensuite on se fixe un objectif pour trouver des solutions. Je demande de bien préciser la demande, bien évidemment, et de définir un objectif, en tout cas réalisable. Je souhaite guérir, malheureusement je ne peux pas le faire. En revanche, être plus confortable, ne plus avoir mal, ne plus avoir nausée, etc., ça c'est réalisable. Il y a une importance forte pour moi de présenter l'hypnose et de déconstruire les préjugés. Alors pas quand les patients viennent de l'extérieur et ont pris un rendez-vous avec moi, mais en revanche quand je vais frapper aux portes des chambres, quand les médecins me le demandent ou les collègues, là je suis obligée d'expliquer que l'hypnose n'est pas de la magie, je ne suis pas un chaman, et que donc voilà, c'est un accompagnement tout à fait moderne et calme, et voilà, sans préjugés, quoi. C'est très important. Il y a toujours un apprentissage de l'auto-hypnose dans toutes les séances. Ça, c'est également important, puisque ça peut servir ensuite quand je ne suis pas là. Et je responsabilise énormément également le patient pour lui redonner une autonomie, qu'il redevienne acteur de sa vie. Je l'expliquerai plus tard, en oncologie, c'est très important. Donc l'hypnose et l'oncologie, ça peut être utilisé tout au long du parcours du patient, de la chirurgie jusqu'aux soins palliatifs, en passant par la consultation d'annonce médicale, infirmière, et bien évidemment tout le suivi des traitements par chimiothérapie et par radiothérapie. Les avantages, c'est que la pratique de l'hypnose est peu coûteuse, il suffit de parler et d'être formé. Elle fait intervenir les compétences du patient, donc ça c'est très important. Il y a un sentiment de contrôle et de confiance qui est souvent altéré ou perdu dans le suivi en oncologie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rendez-vous, il y a beaucoup de traitements, et souvent on perd un petit peu le contrôle de tout ça. Pour les gens anxieux, c'est encore plus difficile. Parce que quand on est anxieux, on aime contrôler, et là on ne contrôle plus beaucoup. Donc l'hypnose, c'est vrai, a plutôt un avantage assez important pour ça.
Et c'est rapidement efficace, puisque logiquement, tout de suite après la séance, l'amélioration est présente. Donc à l'annonce du diagnostic, l'hypnose a un intérêt parce que l'annonce est un traumatisme majeur, bien évidemment. Tout s'enchaîne très rapidement. Le cancer et les traitements peuvent devenir invalidants pour beaucoup de personnes. Les répercussions sur la vie professionnelle, familiale et sociale sont également assez présentes. Et il y a une phase d'adaptation assez longue, en moyenne 3 mois, avec des sentiments de révolte, d'injustice, d'agressivité, d'impuissance, de fatalisme. Donc le rôle de l'hypnose dans cette période-là va être d'activer les ressources propres aux patients. L'hypnothérapeute, en tout cas, est toujours uniquement un guide et pas quelqu'un qui porte le patient. Elle va permettre également de diminuer l'anxiété et de faire reprendre confiance, de reprendre des énergies positives. Au cours des traitements, c'est un outil précieux, en tout cas dans le service. Elle permet bien évidemment de lutter contre les effets secondaires. C'est vrai qu'au sein du service, en tout cas, j'ai trouvé un avantage énorme pour les nausées anticipées. Tous ces patients qui ont des nausées avant même d'arriver dans le service, dès la veille ou dès le matin dans le BSL, voilà, c'est très très fréquent. Et les traitements sont un petit peu limités, les anxiolytiques, mais ça endort. Voilà. Là, on était un petit peu... Et c'est vrai que du coup, l'hypnose est devenue un outil assez précieux dans cet effet-là. C'est un accompagnement, bien évidemment, relationnel privilégié, puisque je suis en tête-à-tête avec le patient et je fais au maximum pour les rassurer, pour donner de bons conseils. Étant également infirmière dans le service, c'est vrai que ça aide. Et un accompagnement dans les soins invasifs, notamment sur des patients, sur des ponctions d'acide, sur des sites implantables qui étaient retournés. Voilà. Parfois, j'ai fait des séances d'hypnose pour endormir le patient, pour que le soin se passe au mieux et que ça ne devienne pas traumatisant. Ça permet également au patient de rester au centre de son histoire et encore une fois de contrôler les traitements. Donc un exemple, et ben voilà, je me rappelais que j'avais fait un diapo là-dessus, les nausées par anticipation, donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, où cette couleur jaune du service est souvent assez traumatisante. Donc voilà, donc du coup on essaye d'aller plutôt aux Maldives, voilà, dans un endroit un peu plus agréable. Et du coup, le cerveau l'enregistre bien, donc ça permet aussi que les séances suivantes soient beaucoup plus agréables. Voilà, donc la détente et l'apaisement, c'est un petit peu l'objectif de ces séances-là. Visualiser un lieu de sécurité, parce que l'hôpital de jour n'est pas toujours un lieu de sécurité. Un effet de surprise aussi, c'est important. Alors ça, je l'ai marqué certainement pour quand je pique par exemple sur les sites implantables, hein, où j'ai tendance à en faire un peu, voilà, attention, vous allez avoir très très mal, attention, respirez fort, voilà. Des comportements où les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait, du coup, la piqûre se passe très bien dans ces cas-là. Et puis ça permet également une diminution de la prise des médicaments, comme je disais tout à l'heure, notamment sur les anxiolytiques. En soins palliatifs, alors là c'est un accompagnement qui se fait plutôt dans la chambre du patient. L'objectif est clair et net, c'est le bien-être, le confort. Ce sont des séances très courtes parce que des patients très fébriles, donc ça mobilise quand même pas mal d'énergie de faire une séance d'hypnose, donc là c'est plutôt très court. Et il y a un apprentissage, lorsque c'est possible, de l'auto-hypnose pour que le lendemain ou le surlendemain, le patient puisse réutiliser l'auto-hypnose sans ma présence, notamment pour le sommeil ou pour les angoisses qui parfois sont un petit peu invalidantes. Donc au sein de la clinique Chénieux, je suis diplômée depuis 2015. J'ai une journée par semaine, j'essaye de voir en moyenne 4 patients. C'est vrai que du coup en onco, parfois c'est des séances d'1 heure, 1 heure et demie, c'est des grosses séances, donc voilà. L'avantage c'est que je peux suivre les patients et les revoir dans 15 jours, dans 3 semaines et 3-4 fois, donc ça c'est très intéressant. Je peux voir les patients en consultation externe, dans la chambre ou en HDJ. Et nous avons une salle bien-être qui est aussi très agréable parce qu'on est en dehors du service, ou voilà, c'est dans le service, mais c'est pas dans la chambre d'hôpital ou dans l'hôpital de jour, c'est un lieu un petit peu à part. Donc le ressenti des patients, le retour que j'en ai en tout cas, c'est que souvent c'est une béquille supplémentaire pour surmonter les épreuves de la maladie, comme tous les soins de support, hein, la socio-esthétique, la sophrologie, tout le reste, c'est également des béquilles très importantes. L'avantage de l'hypnose, c'est que les bienfaits sont immédiats. Il y a une reprise de confiance, ça ressort énormément, hein, une reprise de force. On met en avant les aspects positifs. On prend soin de la composante émotionnelle.
On le fait quand même, bien évidemment, au quotidien, mais c'est vrai que là, c'est vraiment un tête-à-tête avec le patient où voilà, les angoisses et l'anxiété est souvent exprimée de manière plus approfondie. L'apprentissage de l'auto-hypnose, donc ça c'est important, je pense notamment au PET scan, au scanner, à tous ces examens, parfois un peu longs, un peu angoissants, douloureux aussi. Donc là, l'auto-hypnose a tout son avantage. Et puis c'est un moment agréable de détente au sein de la clinique. En conclusion, donc l'hypnose est un soin de support complémentaire, j'insiste là-dessus, notamment pour ce qui est des douleurs. On ne supprimera pas le traitement antalgique parce qu'on fait de l'hypnose. Elle ne remplace pas du tout les traitements pharmaceutiques. C'est une spécialité qui nécessite une formation, j'insiste également. Il y a partout en France, et notamment à Limoges, des personnes qui inscrivent leur plaque d'hypnothérapeute. Malheureusement, la législation en France aujourd'hui n'impose rien en ce qui concerne l'hypnose. Donc il y a des gens qui ont été formés sur YouTube et qui demandent 180 € la séance, mais qui ne sont pas du tout formés à l'hypnothérapie. Donc c'est important de savoir d'où viennent ces gens-là. Et s'ils viennent du milieu médical, logiquement c'est que la formation a été bonne. Et qu'il sera tout à votre avantage d'aller voir ces personnes-là. En revanche, les autres, voilà, je mets en garde un petit peu les gens là-dessus. C'est très demandé par les patients suivis en oncologie, bien évidemment, peut-être aussi parce que je suis dans le service et que du coup c'est plus facile. Et c'est un bienfait pour les patients, mais aussi pour les soignants. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'ai rajouté une petite diapo ce matin parce que je me suis dit que ça pouvait être pas mal. 2 livres qui sont tout à fait accessibles aux amateurs. L'aide-mémoire d'hypnose, donc tout est de Chantal Wood parce que c'est une de mes formatrices qui est sur Limoges et qui maîtrise parfaitement l'hypnose et l'auto-hypnose, et Vaincre la douleur par l'hypnose et l'auto-hypnose. Donc voilà, c'est des bouquins qui sont tout à fait accessibles, simples, courts et pas chers. Donc voilà, si vous voulez, ça peut être intéressant. Voilà.